bonjour à tous, ceux de cette salle et ceux qui nous regardent en vidéo. Et merci au fond pour l'organisation de cette conférence. Donc, je vais vous parler, donc je suis économiste, donc des situations de vulnérabilité alimentaire. J'ai pris ce terme parce qu'il y a un très gros problème de vocabulaire pour recouvrir des situations qui peuvent être assez différentes. Et vous verrez dans la suite de l'exposé. Dans un premier temps, en fait, je vais essayer de parler justement des contours de cette vulnérabilité alimentaire et des difficultés d'appréhender et de mesurer des situations diverses. Je prendrai, en ce qui concerne les enquêtes qui ont été faites en France, deux éclairages, l'un sur une enquête concernant les privations alimentaires et une autre mesurant l'insécurité alimentaire, un indicateur qui est validé internationalement. Puis j'aborderai quelques points concernant les politiques économiques. Et en fait, l'objet de cette conférence, c'est ce que l'on sait et ce que l'on aimerait savoir, quelles sont les limites de nos connaissances. Donc, dans un premier point, les contours de la vulnérabilité alimentaire. Et en fait, une des caractéristiques de ces situations de vulnérabilité, c'est qu'elles recouvrent en partie la pauvreté. La plupart, on peut dire que évidemment les populations pauvres ont des problèmes en ce qui concerne l'alimentation. Mais il y a également une approche qui s'empare directement de l'alimentation sans passer par la pauvreté. Donc, la pauvreté elle-même est appréhendée de manière diverse. Il y a l'approche monétaire. En France, on utilise un seuil relatif qui est calé par rapport au revenu médian. 40%, c'est la grande pauvreté. 50-60%, c'est les deux définitions de pauvreté monétaire en France, acceptées par l'INSEE. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mesure où c'est un seuil relatif, il y a une dimension inégalité qui est déjà comprise dans cette définition, puisqu'en définitive, le revenu médian, c'est la classe moyenne. Donc, en fait, ce seuil de pauvreté mesure en même temps la distance qu'il y a aux classes moyennes. Les approches non monétaires, elles sont multiples. Il y a celle des capacités et du capital culturel, les capacités de l'individu, selon l'approche introduite par Sen. En fait, c'est l'accès et les capacités de l'individu en éducation, en insertion dans l'emploi professionnel, son réseau social. Il y a l'approche par les conditions de vie et les privations. Alors ces conditions de vie, c'est un ensemble évidemment plus large que l'alimentation, c'est le logement, etc. Il y a 27 critères qui sont mesurés en France. Une autre approche, c'est par les bénéficiaires des politiques et donc par ceux qui reçoivent des minima sociaux. Et puis aussi une approche subjective qui est par le ressenti. Et maintenant, il y a des enquêtes sur quelles sont les populations qui se considèrent, qui se ressentent pauvres. Alors, le problème dans toutes ces mesures, c'est que les recoupements sont très imparfaits. Ils ne sont pas destinés non plus à se recouper complètement. On voit bien que les dimensions sont différentes. Et le deuxième élément, c'est que, en fait, ce sont des entrées et des sorties. C'est-à-dire que mesurer à un certain moment, un ménage ou un individu pauvre peut heureusement voir sa situation s'améliorer et donc il peut sortir de la pauvreté dans une période suivante ou au contraire y tomber alors qu'il ne l'était pas suite à un événement, on sait bien, chômage familial en fait, etc. Donc le critère de durée dans la pauvreté est important aussi. Donc là-dedans, au sein de ces situations de pauvreté, quelle est la place de l'alimentation? Donc dans l'approche monétaire, on mesure le reste à vivre, c'est-à-dire ce qui reste après les dépenses contraintes, qui sont logement, assurance, télécom, cantine scolaire. On sait qu'en moyenne, elles représentent 30% du budget et qu'elles sont en augmentation. Évidemment, pour les ménages les plus pauvres, ces dépenses contraintes sont la majeure partie du budget. Et on sait que le budget alimentaire qui fait environ 20% alimentation à domicile et hors domicile
pour la moyenne de la population, en fait, est une variable d'ajustement, c'est-à-dire que ça n'est pas une priorité, et donc les gens se débrouillent avec ce qui reste, après les dépenses contraintes et d'autres dépenses dont ils ne peuvent hélas pas adapter. Donc le budget alimentaire a un rôle tout à fait à part. Quand on prend l'approche par les conditions de vie mesurées par l'INSEE, selon 27 critères, en fait, 2 seulement concernent l'alimentation. C'est l'absence de repas au moins une journée lors des 2 dernières semaines. Donc, on sait que c'est en augmentation, puisqu'en 2004, ça représentait 2,9% des ménages et en 2016, 3,5%. Et pas les moyens de manger de la viande tous les 2 jours, en fait, ça représente quand même 8% des ménages en 2016. Il y a l'approche par les bénéficiaires de politiques, donc en ce qui concerne l'alimentation, c'est l'aide alimentaire. On sait que c'est un programme qui atteint plus de 5 millions de personnes en 2017. Et puis, il y a la pauvreté ressentie. Et dans les enquêtes de pauvreté ressentie, la population concernée mentionne l'alimentation saine 3 fois par jour comme un des critères identifiant la pauvreté. Donc, on voit que dans toutes les situations de pauvreté, l'alimentation a une place tout à fait importante et significative. Et c'est une des premières approches pour identifier la vulnérabilité alimentaire. Mais une deuxième approche est de se concentrer et d'entrer directement par l'alimentation. Et donc, il y a des concepts et des indicateurs qui ont été développés spécifiquement sur l'alimentation, et cela dans un double contexte. D'une part, à la faveur de l'approche internationale de la sécurité alimentaire, qui a été développée principalement par la FAO. Et on est passé, en fait, à travers les années, d'une approche de disponibilité alimentaire productive, en fait, à un concept d'insécurité qui maintenant est intégré dans cette approche. Donc le moment phare, ça a été le sommet mondial de l'alimentation en 1996, et où une approche multidisciplinaire, en fait, a été reconnue, où conjuguant les apports de l'économie, la sociologie, l'agronomie, la nutrition et bien d'autres. Et ça a donné lieu à une définition composite de l'insécurité alimentaire, qui est donc une situation dans laquelle des personnes n'ont pas la possibilité physique, sociale, économique de se procurer une alimentation sûre, nutritive en quantité suffisante, qui satisfasse les besoins nutritionnels et les préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine. Alors l'intérêt de répercuter cette définition comme ça, c'est que ça montre à quel point elle est multidisciplinaire et à quel point, évidemment, elle sera difficile à appréhender par des indicateurs, étant donné le nombre de dimensions qu'elle comprend. Et de plus, en fait, elle est déclinée à des niveaux d'échelle différents. Ça peut être global au niveau mondial, ça peut être au niveau des continents, au niveau national. Donc ces indicateurs internationaux sont assez divers. Cette approche, simultanément, s'est développée au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau du ménage et de l'individu, et avec une originalité qui a été d'introduire un concept subjectif, c'est-à-dire à partir des déclarations individuelles de ressenti. L'origine a été en fait des anthropologues avec l'équipe de Radimer et qui s'est mobilisée sur les questions que même dans les pays développés tels que les États-Unis, en fait, il y avait des phénomènes de faim qui n'étaient pas couverts par les enquêtes. Et ça a donné lieu à la validation d'un indicateur d'insécurité alimentaire au niveau ménage et individuel, l'approche de Bickel, et des indicateurs qui s'intéressent au niveau à la fois quantitatif et qualitatif de l'alimentation. Donc ces indicateurs d'insécurité alimentaire, donc, qui analysent les restrictions pour raisons financières, sont maintenant développés par le ministère de l'Agriculture américain, la USDA, dans un module donc, HFSSM, qui comprend 18 questions. Et la FAO a également développé un module proche qui comprend 8 questions et qui est désormais, depuis 2017, intégré dans ses analyses.
Alors, un critère important et la première question de ce module de l'USDA est le critère d'insuffisance alimentaire, qui est donc un critère plus restreint en termes d'information que l'insécurité alimentaire, mais qui est un critère déjà très intéressant pour l'analyse. Et donc, c'est une question à 4 modalités qui sera la base donc, de beaucoup d'analyses. Et le développement de ces concepts donne lieu également à une extension juridique, et il y a également une approche maintenant qui parle de droit à l'alimentation, comme il peut y avoir un droit au logement. Donc cette insécurité alimentaire peut être mesurée en plusieurs degrés. Donc la sécurité alimentaire, ou du moins une insécurité alimentaire légère, c'est la dimension de stress ou d'anxiété sur la capacité à se procurer des aliments. L'insécurité alimentaire modérée a une composante qualitative qui est la restriction sur la qualité et la variété des aliments, et une composante quantitative quand il y a des restrictions sur la quantité des aliments incluant un seau de repas, et l'insécurité alimentaire sévère est lorsque l'alimentation fait défaut pendant au moins une journée. Donc ces différents indicateurs sont mesurés donc, par différents types d'enquêtes. Et donc je parlerai plus tard en ce qui concerne la France. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les personnes surreprésentées dans les situations de pauvreté et de vulnérabilité alimentaire se recoupent pas mal. Lorsque l'on voit que dans les enquêtes françaises sur la pauvreté, on identifie des types de ménages qui sont surreprésentés dans la pauvreté. Ce sont les familles monoparentales, et notamment les femmes avec enfants, ou bien les couples avec au moins 3 enfants, donc les familles nombreuses. En ce qui concerne l'âge, il y a beaucoup de jeunes de moins de 30 ans. Ce sont souvent des jeunes adultes en difficulté d'insertion professionnelle, et les enfants pauvres, qui sont en fait les enfants et les adolescents qui vivent dans des ménages pauvres, dont les parents sont pauvres. Il y a une composante de travailleurs pauvres, et notamment des femmes qui sont dans des emplois précaires, à mi-temps, etc., et les immigrés qui, structurellement, ont des salaires inférieurs des emplois précaires et souffrent de discrimination dans l'emploi. En ce qui concerne les bénéficiaires d'aide alimentaire, dont on sait que la population croît chaque année, en fait, il y a une fragilisation croissante avec une plus grande part de femmes, d'enfants et de retraités dans ces publics. Donc là, je vais vous donner, ça c'est une présentation un petit peu générale, je vais vous donner 2 éclairages plus précis à partir donc j'ai choisi 2 enquêtes, donc vous voyez bien que chaque enquête peut donner lieu à quelques détails différents. Donc pour pouvoir s'approcher un petit peu plus en détail, j'ai choisi une enquête qui mesure les taux de privation et qui est très récente, c'est le baromètre Ipsos Secours Populaire. Et puis une enquête qui mesure l'insécurité alimentaire, qui est l'enquête 1K3, et qui est l'enquête la plus récente qui mesure l'insécurité alimentaire en France. Donc cette enquête de l'Ipsos Secours Populaire, c'est une enquête à la fois sur la pauvreté et les privations. Donc c'est une enquête représentative qui a été faite avec une méthode de quota, qui date de juin 2018 et sur les plus de 15 ans. Donc, à la fois, elle s'intéressait à l'approche monétaire, puisqu'elle a mesuré le seuil de pauvreté subjectif ressenti par cette population. Et ce qui est intéressant, qui est donc de plus de 1 000 € par mois pour une personne, qui est variable selon les caractéristiques des ménages. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'est pas très loin du seuil mesuré par l'INSEE à 60% du revenu médian, et qu'il n'est pas très loin non plus du taux du SMIC de 2018. Alors cette enquête mesure également les taux de privation par le pourcentage de personnes ayant des difficultés financières pour assurer leurs frais. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le budget global, en fait, les postes que j'ai mis dans l'ordre,
par ordre d'importance, les postes qui posaient le plus de problèmes, c'était vacances, actes médicaux, dépenses d'énergie, logement, frais de mutuelle santé. Bon, ce sont des choses qu'on sait déjà, mais qui sont confirmées année après année. Et ce qui est frappant, c'est qu'en ce qui concerne l'alimentation, il y a une proportion non négligeable de personnes qui ont des difficultés financières, y compris sur l'ensemble de la population, et pas seulement sur les personnes ayant des revenus les plus faibles, et notamment les femmes. Et en ce qui concerne évidemment la tranche de revenus qui est inférieure à 1 200 € par mois, il y a plusieurs postes qui touchent 40% de personnes, et les voici. Donc les 5 postes concernant l'alimentation qui sont mesurés, c'est consommer des fruits et légumes frais tous les jours, consommer du poisson 1 fois par semaine, consommer de la viande 1 fois par semaine, avoir 3 repas sains par jour et assurer les frais de cantine des enfants. Donc la barre bleue, ce sont les hommes sur l'ensemble de la population, la barre rouge, les femmes. En vert, c'est la tranche de revenus entre 1 200 et 2 000 € par mois, donc les revenus modestes. Et la tranche violette, ce sont les revenus les plus bas, donc moins de 1 200 € par mois. Donc moi, ce qui me frappe, c'est donc d'une part que les revenus inférieurs à 1 200 € par mois, vous voyez qu'ils ont des difficultés énormes, plus de 40% sur consommer des fruits et légumes frais tous les jours, consommer du poisson 1 fois par semaine et avoir 3 repas sains par jour. Donc c'est quand même très très préoccupant. Les chiffres de cantine scolaire ne sont pas mentionnés parce que la population était trop faible pour être statistiquement significative, mais elle est vraisemblablement dans ces ordres-là. Et ce qui est frappant, je trouve aussi, c'est la barre rouge, le fait que les femmes sur l'échantillon général ont par exemple 30%, plus de 30% à avoir des difficultés financières pour avoir fruits et légumes frais tous les jours, ou plus de 20% à pouvoir assurer 3 repas sains par jour. Donc ça me paraît extrêmement problématique. En ce qui concerne les études sur mesurant l'indicateur d'insécurité alimentaire en France, alors sous la forme insécurité alimentaire, donc du module américain et qui est validé internationalement, ou sous la forme d'indicateur d'insuffisance alimentaire. Donc il y a pas mal d'enquêtes qui ont été faites depuis les années 2000 en France. Donc là, je ne vais pas les détailler parce que c'est des choses connues. Je vais juste donner un éclairage sur les études INCa qui ont été exploitées. L'étude INCa 2 a un indicateur d'insuffisance alimentaire qui a été exploité par l'équipe de Nicole Darmon et l'étude INCa 3 qui a un indicateur d'insuffisance et d'insécurité alimentaire qui a été exploité par une étude de l'ANSES et de l'AgroParisTech. Donc ces 2 études ne sont pas exactement comparables par les méthodologies. Elles montrent quand même, en ce qui concerne l'insuffisance alimentaire, qu'il y a une légère progression de l'insuffisance qualitative et surtout une progression de l'insuffisance quantitative. Donc c'est tout à fait problématique. Alors, les caractéristiques sociodémographiques sont les mêmes que ce que j'ai décrit auparavant, je ne vais pas m'y attarder. Les apports alimentaires et nutritionnels, en fait, on trouve des quantités moindres pour les personnes en insécurité alimentaire de la plupart des groupes alimentaires, des quantités supérieures uniquement pour les pâtes et les céréales raffinées, et pas de différence sur les apports en boissons et produits sucrés, alors que ça avait été le cas dans INCa 2. Bon, les apports nutritionnels, il n'y a pas d'écart significatif dans les scores de qualité nutritionnelle, les 2 qui ont été mesurés. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de différence dans les rythmes alimentaires, ni dans les fréquences de consommation hors domicile, ni dans le grignotage. Donc ça, c'est important de montrer que ce sont des populations qui ont les mêmes pratiques. Par contre, des habitudes alimentaires moins favorables, des achats plus fréquents de distributeurs automatiques, moindre consommation d'aliments biologiques et d'autoconsommation, choix plus souvent guidés par le prix, évidemment, et des dépassements plus fréquents de dates limites de consommation.
Donc très rapidement, les politiques économiques, c'est basiquement l'aide alimentaire. Bon, il y a des plans alimentation depuis les années 2000. Le coût estimé de l'aide alimentaire est extrêmement élevé puisque c'est 1,5 milliard en 2016. Ce qui me paraît important, c'est que c'est très peu coûteux pour l'État puisqu'en définitive, il n'y a que le tiers de fonds publics et dont une partie provient des fonds européens. Il s'agit d'aide alimentaire qui est accompagnée par des mesures d'accompagnement pour faciliter l'insertion sociale. Et en fait, donc, c'est une aide qui est peu coûteuse pour l'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a en fait une grande implication d'acteurs privés tels que les ONG qui servent d'intermédiaires, bien que ce soit des non-professionnels et avec des bénévoles fluctuants. Et également le secteur privé via les dons et les lois de lutte contre le gaspillage. Donc, quel est le problème de ces politiques ? Alors, en ce qui concerne les allocations des ressources à l'insécurité alimentaire, la France fait le choix de concentrer les fonds européens sur l'aide alimentaire et matérielle. Ce n'est pas forcément ce que font tous les pays, d'autres pays européens choisissent de se concentrer sur les mesures d'accompagnement, donc c'est une option. Une autre question, c'est faut-il cibler uniquement les situations d'insécurité alimentaire ? Et à ce moment-là, quels sont les indicateurs qu'il faut retenir pour identifier les populations ? Et ça veut dire que les politiques publiques sont très dépendantes des ONG. Une autre question qui me paraît très importante, c'est que en fait, l'aide alimentaire, c'est une chose, mais les enjeux de santé et de durabilité sont globaux et il faut en fait donner un accès physique et financier à des produits alimentaires pour l'ensemble de la population et de cette manière toucher à la fois les populations pauvres et non pauvres, mais je veux dire l'accès à une qualité nutritionnelle à bas coût et doit être une politique globale qui profiterait évidemment à l'ensemble de la population et développer évidemment des politiques économiques et sociales concernant les conditions de vie, aussi bien logement, éducation et emploi, qui évidemment bénéficieraient à la qualité de l'alimentation. Enfin, en termes d'inégalité, pour éviter la stigmatisation, il est extrêmement important de développer des politiques globales, donc concernant l'ensemble de la population, aussi bien par l'éducation que par donc, la qualité nutritionnelle. Et pour finir, je voudrais noter les failles du système, qui sont le non-recours à l'aide, aussi bien à l'aide sociale qu'à l'aide alimentaire, et le fait qu'il y a une population invisible dont on n'arrive pas à recenser les besoins, population invisible statistiquement. Donc pour finir, ce sont des situations diversifiées et mal appréhendées. Je vous laisse lire. Les données, il y a quand même un suivi régulier. D'autres enquêtes sur l'insécurité alimentaire sont programmées. Une enquête CIRS en 2020 et une enquête ABENA sur les bénéficiaires d'aide alimentaire qui va être faite, ABENA 3. Et je finirai par ce que l'on aimerait savoir, et notamment en termes pour favoriser les politiques publiques, c'est quels sont les liens de l'insécurité alimentaire avec la pauvreté et en dehors des situations de pauvreté, parce qu'il ne suffit pas de cibler les populations pauvres pour atteindre toutes les situations de vulnérabilité alimentaire. Et il est extrêmement important, et c'est un des buts de cette série de conférences, de savoir quelles sont les politiques qui marchent, d'avoir les retours d'expérience, la reproductibilité des expériences sur le terrain et au niveau national, et d'en avoir l'évaluation. Et puis, pour terminer, il est extrêmement important d'avoir les raisons du non-recours à l'aide pour pouvoir intervenir sur les populations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui était essentielle en termes de définition et puis aussi un petit peu d'apport de choses qui vont peut-être un peu contre les idées reçues. Donc maintenant, la parole est à la salle. Si vous avez des questions, voilà une. Alors, normalement, on a 5 minutes de discussion. Donc
Bonjour, je vais essayer d'être rapide. Association Pic-Pic Environnement, nous on fait de l'éducation à l'environnement, donc c'est peut-être un autre axe. 3 remarques. Vous avez parlé tout à l'heure du gaspillage alimentaire. Moi, je voulais vous faire un retour. Depuis la loi sur le gaspillage alimentaire, où les distributeurs doivent vraiment donner plus, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que comme ils donnent plus, ils trient moins en amont. C'est-à-dire qu'ils donnent plus de choses sans trop vérifier dans quel état c'est. Donc ça tombe au niveau des associations qui, elles, font le tri. Donc c'est très bien pour les entreprises parce que ce n'est plus elles qui payent les déchets, ce sont les associations qui font le tri et qui du coup génèrent des déchets. Voilà, donc ça je voulais vous faire part de ce côté un peu négatif de cette nouvelle loi sur le gaspillage alimentaire qui a créé ça sur le terrain. Maintenant pour revenir plus au sujet, je voulais vous faire remonter 3 remarques terrain parce que nous on fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation dans les quartiers populaires. Première remarque, c'est qu'on oublie souvent la notion de plaisir. Dès qu'on parle alimentation, c'est très punitif, c'est très moralisateur et on essaye de faire des ateliers. Vraiment, on retrouve le goût, on retrouve le plaisir. Ça va être des ateliers pain, des ateliers dégustation. Voilà. Et je trouve que cette notion pour attirer le public est extrêmement importante. Sinon, ça ne donne pas du tout envie d'y aller. Un manque de connaissances. On se rend compte que les familles modernes, finalement, connaissent assez peu de recettes. Donc, on leur fait découvrir des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une endive? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une boîte de thon? Des choses hyper simples. Mais on se rend compte, on fait ça aussi dans les foyers de jeunes travailleurs. Alors, les jeunes, c'est terrible, ils savent... Il y en a qui n'avaient jamais vu une endive. Donc, il y a vraiment un manque de connaissances. Et dernier point, je trouve qu'on sous-estime la valorisation des cultures étrangères. Quand on intervient dans les quartiers, on a affaire à des familles maghrébines, des familles africaines, toute origine, et qui ont tendance à essayer de se calquer, j'allais dire, sur une alimentation européenne, des pâtes, des trucs. Et alors qu'ils ont des plats typiques qui sont extrêmement bien équilibrés, je pense couscous, semoule, pois chiches, voilà, avec légumineuses, c'est des choses qui ne sont pas assez mises en valeur. Donc c'est un peu comme si leur nourriture était dénigrée et il faut suivre un modèle qu'on va vous apprendre la vie, quoi. Donc voilà, c'était les 3 remontées et vraiment le côté atelier, face à face, échange, discussion pour toute la famille, les parents, les enfants, ça fonctionne extrêmement bien. Malheureusement, il n'y a peut-être pas assez d'associations sur le terrain pour faire ce genre de choses. Merci. Vous voulez que je réponde question par question ou je prends toutes les questions d'un coup peut-être? Oui, je prends toutes les questions d'un coup. Bonjour, je suis Anne-Valérie Constant, je suis diététicienne nutritionniste et moi j'interviens dans la Seine-Saint-Denis sur un projet de recherche-action auprès des personnes migrantes vivant avec le VIH. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, madame, au niveau des populations migrantes, il y a un grand manque de connaissances à travailler parce que moi j'ai constaté que ce qui se passe ici, au pays, ils utilisent énormément de feuilles, énormément de légumes. Et ici, ce sont des feuilles qu'ils ne vont pas forcément retrouver en France, ou bien ils vont les retrouver dans les marchés à Château d'Eau, Château Rouge, mais c'est très cher. Et du coup, ils se retrouvent à consommer complètement beaucoup moins de fruits et légumes parce qu'ils ne connaissent pas du tout les fruits et légumes d'ici. Où on leur montre une image de brocoli, oui, ils l'ont peut-être vu sur le marché, mais ça fait peur parce qu'ils ne savent pas du tout les cuisiner. Et ça, c'est un gros problème. Donc, sur ce que vous disiez, il est très important au niveau de nos actions de travailler les recettes, en fait. La découverte des plats d'ici, ils peuvent tout à fait consommer un brocoli à l'africaine. Hein, et en fait, ils ne savent pas du tout utiliser une endive ou quoi que ce soit. Parce que tout ce qu'ils connaissaient, c'était les feuilles de manioc, les feuilles de ndolé, qui ici sont extrêmement chères. Merci. Bonjour, Nicole Darmon. Donc, merci beaucoup, France. C'est une question par rapport aux chiffres sur l'insécurité alimentaire entre un cas 2 et un cas 3. Donc, dans l'enquête que nous avions, donc un cas 2 analysé ensemble, en fait, j'ai vu que tu as sorti 16%, mais en réalité, le chiffre sur lequel on a communiqué était 12%, parce qu'on avait une question subsidiaire qui était: est-ce que vous avez répondu non, oui, pour des raisons financières? Donc, est-ce que vous avez ressenti ces difficultés
pour des raisons financières. Et effectivement, ça passait donc de 16 à 12, ça voulait dire qu'il y avait 4% des personnes qui ressentaient une insatisfaction vis-à-vis de leur alimentation qui n'était pas pour des raisons financières. Et quand j'ai regardé dans un cas 3, j'ai vu que le nouveau questionnaire qui avait été utilisé est certes beaucoup plus complet, mais lui non plus n'a pas cette question subsidiaire de vérifier que c'est bien pour des raisons financières que les gens sont en difficulté. Et du coup, je me dis que peut-être que le fait qu'on ne voit finalement moins de choses en termes de caractéristiques de l'alimentation avec cette définition-là, hein, c'est ce que tu disais, on ne voit même pas la différence sur les produits sucrés, je pense qu'elle peut être largement due au fait que cette population est plus hétérogène finalement. On regarde quelque chose qui est plus hétérogène. Alors, je crois qu'on avait une question en ligne aussi. Oui, bonjour. Alexis Jacquan, donc de l'industrie agroalimentaire. Une question très rapide. Vous avez évoqué qu'en France, on était en termes d'aide plus dans la distribution alimentaire et que dans d'autres pays, on faisait plus d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par accompagnement qui est fait par d'autres pays? Merci. Donc une question d'internaute qui est en ligne. Pourquoi se focaliser sur l'aide alimentaire? Est-ce que les politiques type taxes ou subventions pourraient être appréhendées comme des solutions intéressantes? Quelles pourraient être d'autres politiques économiques? Ok, bon, je vais répondre. Oui. Il y a en fait trois questions que je vais un petit peu lier. C'est-à-dire, monsieur, vous demandez quelles sont les mesures d'accompagnement. Eh bien, justement, ce sont l'éducation alimentaire, l'organisation d'ateliers dont les deux personnes qui sont sur le terrain ont parlé et qui paraissent effectivement très intéressantes parce que, bon, distribuer de l'aide, c'est une chose, mais donner de l'éducation et sensibiliser les publics et pas d'ailleurs uniquement des populations pauvres, mais justement des publics mélangés, ce qui permet justement d'éviter un peu la stigmatisation ou du moins sur l'argument entre autres du plaisir, l'approche connaissance des cultures alimentaires, c'est une bonne chose. Et donc il y a des pays qui fonctionnent beaucoup plus sur ces approches-là que l'aide alimentaire. Donc voilà. En ce qui concerne la question de Nicole, oui, c'est-à-dire que ces deux enquêtes, bien qu'elles soient réalisées par le même organisme, n'ont pas exactement les mêmes indicateurs et en plus, les méthodologies ne sont pas les mêmes, les méthodologies de collecte de l'information. Donc c'est un petit peu difficile de les comparer strictement. Et je suis tout à fait d'accord avec ta remarque. Il faut être très très prudent et c'est pour ça aussi que je n'ai pas voulu faire de graphique montrant les différences 1K2, 1K3 parce que je pense qu'on ne peut pas mettre ces chiffres exactement sur le même plan. Et pour finir, alors en termes de politique économique, bon, il n'y a pas que l'aide alimentaire, certes. Là, j'ai concentré mon exposé un petit peu là-dessus. Dans les politiques plus globales, oui, il y a le fait qu'on peut rendre certains aliments plus attractifs et d'autres moins attractifs par le prix, et notamment subventionner par exemple les fruits et légumes qui seraient plus accessibles pour l'ensemble de la population et notamment les populations les plus pauvres. Bon, ça les histoires de taxation, c'est un domaine beaucoup plus général et global dans lequel je ne vais pas entrer dans le détail pour l'instant. Voilà.